Bonjour, que la paix soit sur vous. Il faut dire un mot sur ce qui s'est passé en Suisse, hein, à Genève, puisque lors de la première instance, j'ai été acquitté. Ce qui a été mis en évidence par les juges à ce moment-là, c'est d'abord la mise en évidence, je l'ai dit, des mensonges de la plaignante, des contradictions, des contre-vérités, des choses qui ne tenaient pas au gré des investigations. Ce qui a été plus important également, c'est de relever qu'il n'y avait finalement aucune preuve factuelle de ce qu'elle prétendait. Au vu de ce qu'elle avançait, elle nous parlait d'extension de cheveux, elle en a remis sur lesquels il n'y avait aucune preuve. Les autres preuves, elle parlait d'avoir été frappée, d'avoir été carrément, elle utilisait en français le terme de baston. Or, tous ces témoins qui l'ont vue le lendemain n'ont remarqué aucune preuve de mauvais traitement, de n'importe quelle marque sur son visage. Et là, s'il faut le rappeler, c'est qu'il faut dire que pour toutes les plaignantes, c'est exactement la même chose. Il y a dans les deux affaires et dans les deux investigations aucune preuve factuelle de ma culpabilité, ni dans la violence, ni dans ce qui a été mis en évidence par rapport aux chambres d'hôtel ou à la chambre d'hôtel. Les responsables des lieux respectifs mettent à mal les récits des plaignantes. Ça, c'est factuel. De la réception aux personnes qui s'occupent des chambres, il y a, de ce point de vue, aucune preuve factuelle qui vient confirmer le récit des plaignantes. Ça, il faut le dire et le répéter pour toutes les affaires, sans aucune exception. Ce qui, par contre, va être mis en évidence, c'est au-delà des mensonges. Ce que j'ai dit souvent, c'est que le dossier est vide. Il est vide de ce qui m'accuse, mais il est plein de ce qui révèle les mensonges de chacune des plaignantes. Et en Suisse, c'est ce qui a été mis en évidence. Ce qu'il reste finalement, ce sont des propos de psychiatres ou de psychologues qui viennent interpréter des messages, mais à la lecture des messages et même à la lecture de leur analyse, les juges mettent en évidence que les psychologues se contredisent, qu'elle n'a pas dit, elle ne leur a même pas dit la vérité, que de ce point de vue, la plaignante elle-même ne dit pas la vérité de ce qui se passe à ces psychologues, que l'on a relevé des contradictions entre les messages qu'elle envoie et qu'elle m'envoie et qui essayent de m'atteindre moi dans la séduction, contredisent totalement ce qu'elle dit pratiquement le même jour aux psychologues. C'est-à-dire qu'elle ment au psychologue, elle ment à son thérapeute, sans compter le fait qu'on voit qu'ils sont dans une relation tout à fait singulière. Elle tutoie son psychologue, professionnellement dans la déontologie, ça ne se fait pas. Il a été questionné de ce point de vue-là, il a eu particulièrement des difficultés à répondre sur la nature de leur relation. Ajoutez à cela qu'il y avait une interdiction pour la plaignante suisse de voir tous ses témoins, dont ses psychiatres. Elle les a tous vus. Elle les a tous vus. Ce qui, de ce point de vue-là, a été également un élément déterminant dans mon acquittement. Dans l'appel qui viendra en Suisse, tout ceci est passé par pertes et profits. Et ces mensonges, et ces contradictions, est le fait de sa relation tout à fait singulière avec son psychologue, et le fait que lui-même essaye de l'aider entre deux confrontations, alors qu'il ne devait pas l'avoir entre les deux confrontations en France. Tous ces éléments-là sont factuellement là. Ils mettent à mal une instruction, et en particulier une décision dans la deuxième instance, qui dit exactement le contraire de la première instance, et sur aucun fait, en fait. On s'en tient simplement à réinterpréter des messages. Et on va même jusqu'à dire que mes avocats, qui lisent littéralement les messages, font preuve de malhonnêteté. Il aurait fallu les étudier de façon psychanalytique, dans une espèce de perception symbolique de ce qu'elle aurait pu dire, mais dont elle dit exactement le contraire quand on lit les choses littéralement. De ce fait, ce qui est particulièrement grave dans cette affaire, c'est que dans l'appel,
dans le procès d'appel, ceux qui étaient présents, mes avocats comme les juges, il n'y avait aucun élément nouveau, aucun fait nouveau, aucun témoin nouveau qui pouvait et qui venait mettre à mal la décision de la première instance. Ce qui a décidé l'appel de me condamner tient à une interprétation de messages fondés sur essentiellement un psychologue qui est une relation rapprochée, qui a une relation particulière et singulière avec sa cliente, avec sa patiente. Et c'est ceci qui va faire que l'on change un jugement à 180 degrés. C'est grave, c'est fondé sur rien, et c'est à se demander si la décision, elle est fondée sur l'instruction ou qu'elle était décidée avant même que l'on puisse, encore une fois, ne s'en tenir qu'aux faits. Parce qu'en s'en tenant aux faits, ce qui s'est passé durant l'appel ne faisait que confirmer ce qui s'était fait et dit en première instance et qui aurait dû, de ce point de vue-là, consacrer et confirmer mon acquittement et déterminer la réalité de mon innocence. Comme j'ai pu vous le dire, le dossier est vide de preuves factuelles. Rien dans aucun de ces dossiers, que ce soit en France ou que ce soit en Suisse, ne vient confirmer les assertions et les dépositions des plaignantes. C'est même le contraire. Ce sont des mensonges, ce sont des contre-vérités, ce sont des contradictions, ce sont des relations, ce sont des activités sur le net pendant près de 10 ans qui mettent en évidence le fait que nous sommes dans autre chose. Et pour pouvoir constituer l'affaire Ramadan, il a fallu déplacer le champ sur une notion de psychologie, une notion de psychiatrie, une notion de psychanalyse telle qu'elle est interprétée de façon diversifiée, c'est la notion d'emprise. Et cette notion, elle est problématique pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on n'a pas de vision claire et on a des rapports contradictoires dans mon dossier, puisque un certain nombre d'experts vont intervenir et vont mettre en évidence qu'on ne peut pas en parler et elle ne tient pas à la lecture des faits. Le premier, c'est le professeur Giannakopoulos en Suisse qui met en évidence qu'on ne peut pas parler d'emprise, qu'on ne peut pas parler de syndrome de Stockholm et que tout cela ne tient pas. Et il fait une longue analyse pour mettre en évidence qu'au vu des messages, au vu du comportement des femmes, au vu de ce qu'elles ont dit avant, pendant et après, rien ne tient dans la convocation de cette notion. Ce qui fait référence d'ailleurs dans le dossier français à ce que l'avocat général dira en étudiant les 4 cas, en disant qu'en tout cas pour 3 de ces 4 cas, il est évident qu'on est dans une situation où les femmes s'auto-valorisent dans ces relations et que nous ne sommes pas du tout dans un rapport d'emprise, ni avant, ni pendant, ni après. Donc on a de ce point de vue des opinions qui sont totalement contradictoires et qui ne tiennent pas à l'analyse des faits. Et puis, en continuant l'instruction, on voit une juge d'instruction en France qui, à partir de rapports qui ont été contestés pour plusieurs raisons. Elles ont été contestées factuellement, ces expertises, parce que le docteur Zagouri, qui a été appelé à 2 reprises, a fait dans un premier temps une faute professionnelle en prenant la décision de voir des plaignantes contre l'avis des juges. Il a été pourtant reconduit. Et quand il a été reconduit, il a repris 10 pages d'un rapport qui a été annulé. Et on ne peut pas faire ceci, même plus que 10 pages. C'est 16 pages qu'il a repris et qu'il a replacé dans son nouveau rapport en faisant des fautes, même en se trompant, en disant qu'il avait vu la plaignante alors qu'elle n'était pas venue. Donc il a fait du copier-coller factuel. Et malgré ceci, on retient son expertise. Et dans son expertise, donc on l'a contesté au niveau de sa déontologie, on l'a contesté au niveau même de son idéologie, et non pas, comme le laisse entendre la juge d'instruction, pour son appartenance à la religion juive, mais pour son engagement idéologique par rapport à la question du sionisme. Ce sont 2 choses qui sont différentes. Jamais,
dans ce qui concerne ces femmes et dans ce qui concerne les plaignantes et moi-même, il n'a été d'ailleurs question de religion. On ne parle pas du tout d'islam de ce point de vue-là. Or, dans l'instruction, tout se passe comme si on transformait les choses et qu'on en faisait une tension entre la religion musulmane et la religion juive. Ça n'est pas du tout le propos. Le propos, il est véritablement sur la question psychologique et sur l'analyse psychologique. Et là, de ce point de vue, il faut relever un certain nombre de choses. Ce qui est mis en évidence par rapport à ce qui aurait été une notion d'emprise, c'est que dans mon attitude, il n'y a jamais eu, et les experts le reconnaissent, une attitude qui aurait mené à cette prise de pouvoir. Ça n'existe pas, je n'ai jamais eu cette attitude-là. Par contre, ce qu'il relève, c'est de le placer sur le plan de l'islam. C'est-à-dire que l'islam, par définition, mettrait sous emprise les fidèles à l'extérieur de ma personne. C'est-à-dire, le seul fait de devenir musulmane pour une convertie est déjà un indice d'emprise psychologique. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui apparaît de ce point de vue, c'est effectivement de s'appuyer sur un psychiatre qui connaît la plaignante, ça c'est la question qui s'est passée, c'est la situation qui s'est passée en Suisse, et en contradiction totale avec ce que dit un autre expert qui dit tout ceci ne tient pas. Donc vous avez aujourd'hui sur cette notion-là un avocat général qui dit l'emprise ne tient pas, des experts qui disent que ceci ne tient pas, et on finit par construire une ordonnance de mise en accusation en mettant en évidence en fait, ce qui se passe, c'est que ces femmes qui sont entrées en relation avec Tariq Ramadan, même si on reconnaît qu'il n'y a aucune discussion sur la religion, le seraient devenues d'une certaine façon sous emprise par l'influence tout à fait particulière de la religion musulmane. Et que ce pourquoi nous contesterions cette analyse totalement subjective, c'est le fait que ce serait un rapport conflictuel sur l'idéologie des psychiatres. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe dans les faits, c'est que scientifiquement, professionnellement, déontologiquement, la notion d'emprise ne tient pas à la lecture des faits et à la lecture de ce qui se passe. Que ces femmes, pendant 10 ans, elles sont en train d'échanger en disant on va le faire tomber, il faut qu'il perde sa réputation, il faut qu'il perde tout. Comment des femmes qui sont sous emprise travaillent pendant 10 ans à s'échanger des messages avec un objectif: faire tomber un homme. De ce point de vue, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après, leur propre activité, même leur vie quotidienne, qui étaient des vies qui ont continué à être totalement normales dans leur relation avec les hommes, et en même temps qui échangent et qui mentent sur le fait qu'elles se connaissent lorsqu'elles échangent, tout ceci, tous ces éléments-là sont des preuves supplémentaires qu'il n'y a ni emprise, ni pouvoir psychologique sur elles, et qu'à aucun moment elles n'ont perdu soit leur volonté de nuire, soit leur libre arbitre, soit le fait qu'elles savaient exactement ce qu'elles voulaient: faire tomber un homme. Il faut ajouter à cet usage d'une notion psychologique qui est du domaine du débat, que si l'on observe ce qui a été dit des deux côtés de la frontière, l'avocat général en France, il écarte la notion d'emprise et il considère qu'elle n'a pas lieu d'être dans ce dossier. Les juges de la première instance font exactement la même chose, en déterminant qu'il n'y a pas d'emprise, que rien factuellement. Donc, on se retrouve finalement en face de dossiers où il n'y a aucun fait à charge. Et il y a même, sur la notion qui devait être centrale, des juges et des experts et des personnes qui sont dans l'étude et l'instruction qui, de ce point de vue, ne reconnaissent pas cette notion. Que reste-t-il alors? Comment utiliser cette notion? Et c'est ceci qui est important, il faut s'en souvenir. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, nous avons mis en évidence que cette notion était utilisée juridiquement pour cacher un usage politique?
Pourquoi? Parce que finalement, ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là ne sont pas simplement, et en particulier en France, le docteur Zagouri n'est pas simplement impliqué dans le fait de faire le portrait psychologique d'un accusé, c'est de déterminer le sort d'un ennemi, puisqu'il participe à une organisation entre les deux frontières, entre deux pays, c'est-à-dire la France et Israël, qui a organisé, il est membre du comité scientifique, des conférences durant laquelle je suis présenté, de par ma filiation personnelle, mon grand-père et ma vie, je suis présenté comme un ennemi, comme quelqu'un de dangereux. Donc il est dans un comité scientifique qui détermine dans une association que je suis l'ennemi. À peu de choses près, il aurait lui-même, comme l'a dit un membre de sa propre organisation, se déporter, refuser la mission parce qu'il sait qu'il ne peut pas être objectif. Non content de cela, il commettra plusieurs erreurs qui vont révéler de ce point de vue qu'il est loin de l'objectivité déontologique. Il va même parler de mon affaire à un journal et nous sommes aujourd'hui devant l'ordre des médecins pour un fonctionnement et pour une initiative qui ne tient pas déontologiquement. Et donc j'ai porté plainte, ne serait-ce que pour ceci. Quand on n'a pas de faits et qu'on utilise la psychologie à des fins qui cachent des positionnements politiques, on peut se poser la question de savoir comment ce dossier est géré. Et à ce jour, c'est là où nous en sommes, puisque, encore une fois, de nombreux experts disent et répètent, avec un juge du parquet français, ça ne tient pas. Quand la psychologie ne tient pas et qu'il n'y a aucun fait, que reste-t-il si ce n'est la décision politique de condamner un nom parce qu'on ne sait pas attraper l'homme?